Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle, la dernière par rapport à l'équipe de France cet automne. Voilà, les Bleus ont signé le 3/3, vous le voyez sur votre écran. Belle victoire, 37-23 face à l'Argentine ce vendredi soir sur la pelouse du Stade de France. On a le sourire sur le plateau, Yanis Guillou, pour nous des habitués à la troisième mi-temps. Oui. On a le sourire, voilà, les Bleus nous ont fait plaisir. Oui, c'était sympa comme soirée, on a bien aimé là. Une belle tournée. Un beau match. Une belle tournée. Aurélien en régie ce soir. Voilà, Tristan Fayard et Julien Gère, pour être précis, qui sont actuellement dans la rédaction. Messieurs, voilà, on est ensemble pour 1 heure environ pour débriefer ce match, bien évidemment. Il y aura aussi, pour ceux qui sont des habitués de ces dernières semaines et des premiers tests, un passage de la conférence de presse de Fabien Galtier et d'Antoine Dupont, puisque Judith Soula, notre collègue, est au Stade de France actuellement. Les Argentins, vu que ce sont les perdants, passent en premier. Dans une vingtaine de minutes, on nous a dit il y aura les Français. On leur normalement évite l'espagnol à nos viewers, oui, voilà. s'ils ne sont pas tous bilingues. Voilà, on leur évite l'espagnol. Voilà, les Argentins. Il y en a beaucoup qui pourraient parler français quand même. Oui, il y en a beaucoup. Oui, mais pas le capitaine. C'est ça le problème, pas encore la saison prochaine. La saison prochaine, quand il aura le maillot de peau sur les épaules, on parle bien sûr de Montoya, le talonneur, qui rejoindra la section paloise. Messieurs, directement ce match. Tout d'abord, voilà, 37-23, un premier acte exceptionnel, 30 points marqués, quasiment un des meilleurs premiers actes de l'équipe de France sous l'ère Galtier. Voilà, les Bleus nous ont fait plaisir pour terminer et comme on voit sur Ubirama, impressionnant pour finir, tout simplement. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce match. Très franchement, par rapport des 3 matchs, malgré, bon, il y a l'exploit contre la Nouvelle-Zélande, mais qui pour moi m'a pas pleinement, enfin, alors, si ça m'a satisfait, mais pas pleinement dans le niveau de jeu affiché. Notamment puisqu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Je trouve que là, c'est le match le plus rassurant des 3 matchs des Bleus, tout simplement parce qu'on n'a jamais été inquiété par une équipe d'Argentine qu'on nous annonçait comme très accrocheuse. Elle avait notamment fait douter fortement l'Irlande, quand même, en Irlande. Et on n'a jamais douté. On a été fort sur nos individualités. Tout le monde, ou quasiment, a été au niveau, voire plus que ce qu'on attendait. On a retrouvé des cadres, on a retrouvé une structure de jeu claire. Et on sait ce qu'est nos points forts aujourd'hui en équipe de France. Et je trouve ça très rassurant pour la suite. Et ouais, on a le sourire parce qu'on s'est fait plaisir. Les Bleus nous ont fait plaisir. Et maintenant, j'ai l'impression que les choses sont claires, quoi. Enfin. Oui. Non, je trouve que ce match-là, il peut revoir aussi peut-être notre lecture du match face à Nouvelle-Zélande, en tout cas la mienne. On a été surpris que les Néo-Zélandais ratent beaucoup de choses face à la France. Ils ont beaucoup tenté. Oui. Et là, on remarque que les Argentins ont aussi raté beaucoup de choses. Donc, on en conclut assez logiquement que c'est aussi grâce à la défense française quand même qui est en place. Et là, encore plus, j'ai trouvé sur ce match-là. Qui fait rater l'adversaire en fait et après notre plan de jeu il est assez clair, même si on a eu des séquences qui étaient positives, mais on joue vraiment sur nos forces autour d'Antoine Dupont, de Biel Biarré, de tout ça, avec les ballons de récupération, on va très vite, on arrive à tuer les matchs et à tuer l'adversaire en 2-3 ballons, que j'ai le souvenir en deuxième période, ils mettent un quart d'heure à marquer un essai, ils reviennent un peu dans le match, derrière un jeu au pied de Biel Biarré, voilà, il aplatit et ça tue tout, quoi. Donc on est très fort pour tuer les rencontres. On a progressé sur ce match sur la domination physique, on avait beaucoup subi face aux Blacks. Là d'entrée quand même on a montré beaucoup plus de férocité dans les contacts, on a dominé quand même globalement tous les contacts sur ce match et ça c'est très positif pour la suite. Ouais. Je ne sais pas si c'est aussi les Argentins qui étaient peut-être un peu émoussés de leur match face à l'Irlande, pourtant ils avaient un jour de plus de récupération que nous, mais nous j'ai trouvé qu'on a été aussi par rapport à la Nouvelle-Zélande beaucoup plus ingénieux sur les blocs, donc notamment les blocs d'avant, les blocs d'avant qui vont défier la défense argentine, notamment Meafou qu'on a super bien utilisé d'abord en puissance et ensuite en leurre. Il a aussi fait la petite passe de plus, la plus 1, et je trouvais que sur ces plan de jeu là, on a été beaucoup plus ingénieux qu'on a été par le passé. C'est aussi peut-être parce que la défense argentine était moins agressive que la néo-zélandaise, mais il y a eu beaucoup plus d'actions où tu as pu enchaîner. Je me souviens d'une action aussi en seconde période où c'est Antoine Dupont qui perd le ballon au final, mais tu mets une séquence de 1 minute 30, 2 minutes. 14 phases de jeu. Tu ne fais qu'avancer, les avants font le boulot, les arrières aussi. Et en fait, ça, tu ne le voyais pas contre la Nouvelle-Zélande. Alors forcément, c'était peut-être pas la même adversité. En tout cas, ce soir, les Argentins n'étaient peut-être pas au niveau qu'il était en Irlande ou encore cet été au moment de gagner en Nouvelle-Zélande ou contre l'Afrique du Sud. Mais peut-être qu'aussi, il y a des automatismes qui se sont créés. Forcément, à force de jouer, il y a des automatismes qui se créent et tu l'as vu un peu plus sur ce match. Exactement. Est-ce que ça t'a pas rappelé un peu cette période équipe de France Grand Chelem ?
Enfin moi, dans l'avancée, parfois dans les séquences de jeu, je trouvais qu'on avait une continuité qu'on retrouvait rarement ces derniers mois, ces dernières années, et qu'on a retrouvé au final la dernière fois pour le Grand Chelem. Oui, non, mais il y a des choses, ouais, je suis assez d'accord sur du Grand Chelem. Après, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses hein, sur cette tournée quand même, et sur ce match en particulier. Après, c'est vrai que peut-être le seul petit truc, c'est que justement, on a été beaucoup dans l'avancée sur ces longues séquences qu'on a réussi enfin à avoir, et ça, je les attendais, moi, quand même. Est-ce qu'on était capable de pouvoir en faire face à un adversaire quand même de haut niveau, avec un gros pack et tout. C'est dommage juste que sur pas mal d'actions, on n'est pas réussi à aller au bout, à conclure par un essai. Il y avait toujours une petite erreur à la fin. Là, c'est peut-être le petit point d'amélioration pour le tournoi. Si on veut remporter le tournoi, c'est l'objectif. Mais sinon, sur la défense, sur les ballons de récupération, sur la stratégie aussi. J'ai trouvé la stratégie des Bleus plutôt très cohérente et plutôt très, très juste en début de match. On ne s'est pas du tout concentré dans les phases de ruck. On a laissé les Argentins dérouler leur rugby. En restant très en place et en se redistribuant parfaitement sur notre ligne et tout, et ça a fonctionné parce que les Argentins n'avaient pas de solution et au final perdaient le ballon. Donc ça, c'était aussi malin. On aurait pu se concentrer sur les rucks et gratter des ballons au risque d'être pris dans les couloirs. J'allais le dire, tu insistes sur ce point. Je trouve que sur les rucks, on a été parfait, ou quasiment. Oui, quasiment. Tu te fais gratter quelques ballons, mais t'en grattes plus que offensivement, c'est pour ça aussi qu'on parle de continuité des séquences. C'est que nos soutiens offensifs ont été très bons. On a été toujours 2 voire 3 à être au soutien et à assurer la continuité du jeu, ce qui a permis à Antoine Dupont d'avoir des ballons rapides pour ensuite relancer du jeu et avoir de la continuité dans le jeu. Et en seconde période, on a quand même eu quelques grattages qu'on n'avait pas eu en première période et qu'on n'avait pas eu sur les matchs précédents. C'est surtout que c'est très rare aujourd'hui avec les nouvelles règles, mais tu n'as aucun déblayage qui allait trop loin, aucun soutien qui allait directement au sol. Voilà, tu as vraiment des... Plutôt discipliné, Oui, on est à 10 pénalités avec une fin de match qui est un peu faussée dans le sens où c'est vrai que... la mêlée en fait. Oui, voilà. La fin de match... On a 3 pénalités en mêlée. Ah oui, minimum. Et sur des hors-jeux surtout aussi. Ouais, puis j'ai toujours du mal avec ces fins de match où tu mènes quand même assez largement. Oui, c'est l'éternel truc de tu peux dire ce que tu veux au stade. T'as pas vu le match. Pendant longtemps, on était entre 4 et 7. Quoi. Pendant longtemps, on aurait pu finir le match comme ça. Et c'était quand même un score énorme pour une rencontre internationale. C'est très bien. Donc on a été parfaitement concentrés, disciplinés. Et au final, on sort une grosse prestation. Hein. Alors, pour faire un peu un bilan, pas un bilan, mais une analyse sur les 3 matchs, sur les 3 matchs que la France a gagnés, la France n'a jamais eu la possession. Enfin, elle n'a jamais eu la possession, je m'entends, à la fin de la rencontre, en moyenne. Bon, bien sûr, il y a la Nouvelle-Zélande. Le match contre la Nouvelle-Zélande où tu n'as que 39% de possession, c'est très très bas pour le rugby. Voilà. 44-56 ce soir contre l'Argentine. Donc tu n'as eu que 44% de possession. Et tu avais eu 46% contre le Japon. Même le Japon où tu as mis 50%, tu n'avais pas eu la possession. Alors il y a aussi ce côté des possessions, j'ai l'impression, un peu plus caché que par le passé où tu enchaînais les coups de pied. Et là, vraiment, c'est pas au pied. Ça se voyait comme le nez sur la figure que tu jouais la dépossession. Là, cette fois, tu joues encore un peu la dépossession. Parce que tu as encore des attaquants exceptionnels, donc tu marques beaucoup plus vite que ce que tu encaisses. Mais ça se voit moins. Par exemple, Léo Barré, moi, j'ai aucun souvenir de ping-pong rugby. En fait, il en a fait un en début de match. Oui, mais voilà, après, il a fait que relancer. Et Thomas Ramos n'a fait que relancer. J'ai des explications sur les 3 matchs. Le premier match, c'était que nos individualités et nos actions étaient tellement franches et fortes qu'en fait, on a breaké à chaque fois quasiment qu'on a eu le ballon. Donc forcément, on a marqué direct, ce qui fait moins de possession. Deuxième match, les Néo-Zélandais, on s'attendait à ce qu'ils fassent justement le ping-pong rugby, on l'avait dit avec Romain Buros notamment, et ils ont fait le choix de faire le contre-pied et de jouer tous les ballons, et donc d'avoir la possession, puisque forcément, depuis leur camp, ils rendaient moins le ballon. Et le troisième match, là, c'est aussi parce qu'en fait, les 2 équipes, à mon humble avis, avaient à peu près la même stratégie de jeu, qui n'était pas de rendre le ballon, mais plutôt une stratégie de jeu globale classique, on va dire, et que les 2 ont eu des gros temps forts. Nous, on a eu des grosses séquences de jeu, tu l'as dit tout à l'heure, la séquence de jeu à 14 phases, où on a été dans leur camp, on a imposé des séquences de jeu encore. Et eux aussi, en fin de match, au final, leurs 2 essais, c'est suite à de grosses séquences de jeu qui ont été juste coupées par des pénalités. Mais sinon... Après, il y a quand même la volonté, volonté d'attaquer de moins loin. Il n'y en a pas encore forcément les stats d'où partent nos attaques, mais en tout cas, moi, je ne les ai pas encore vues, mais
On a bien compris que les Argentins. Non, des attaques françaises, on attaque de pas très très loin, quoi. Dans notre camp, en tout cas, on prend pas de risque. Par rapport à qui? Par rapport aux Argentins? Par rapport aux Argentins et même globalement sur cette tournée de novembre. Ça s'explique logiquement parce qu'on a beaucoup plus de mecs qui ont de gros jeux au pied que les Argentins. Oui, mais ça s'explique. Mais par exemple, tu vois, même dans nos 40, on va pas tenter, tu vois, sur une phase arrêtée d'envoyer une longue séquence. On préfère avoir un jeu au pied de pression. On préfère, si on n'est pas dans l'avancée, en tout cas, on va vite C'est vrai que quand tu es dans T22, tu voyais de suite Dupont qui tapait, voilà, tu prenais pas trop de risques. Soit il tapait tout droit et il occupait, soit il trouvait les touches. En fait, tu prenais pas beaucoup de risques dans T22, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose pour tempérer un peu la possession. À la fin du match, quand le score était fait, les Argentins n'ont fait que relancer depuis leur 22. Ouais. Alors, ils n'ont pas breaké. Mais je suppose que ça a dû faire monter un peu les stats et au final ils ont fini avec un peu plus de possession. Mais s'il faut, j'avoue, j'ai pas regardé à la 70e. Je pense que ça devait être kiff-kiff. À la mi-temps, je sais pas non plus, à la mi-temps d'avoir la possession quand même. Oui. Parce que quand ils l'ont eu, on a rapidement été pénalisé au final et ils ont pris les points. Donc je suis pas sûr qu'on ait tant subi que ça. Je pense qu'à la mi-temps, on doit être devant en termes de possession. Et dans le chat, ils disent on enchaîne. Simgaza qui dit et on enchaîne les temps de jeu sur nos possessions. C'était pas vraiment le cas à une certaine époque. Exactement. Tu vois un peu plus de séquences où même les arrières, tu les vois beaucoup plus. J'ai l'impression que les centres, par exemple, touchent beaucoup plus de ballons. Les ailiers touchent beaucoup plus de ballons. Au-delà des coups de pied avec la fusée Bilbiaré dont on reparlera, mais j'ai l'impression que même Gavin Villiers parfois touche un peu le ballon. Avant, c'est sûr que tu voyais Penaud que pour finir quasiment. Voilà, il y avait pas beaucoup de ballons qui allaient à l'aile. C'est vrai que notre paire de centre a beaucoup travaillé. Moefana, beaucoup plus un percuteur, oui, et Ficou, même Ficou, hein, au final, Ficou aussi qui a assis gros quelques fois. Mais au final, ce que je reproche un peu à l'équipe de France d'aujourd'hui, alors je vais trouver un défaut parmi beaucoup de bonnes choses. Hein, je fais un peu voilà, je suis désolé. Le chien. Mais c'est plutôt que à la fin de séquence, je trouvais qu'Antoine Dupont, à la fin des séquences, portait un peu trop le ballon. Ah, ils l'ont vu dans le chat aussi. Oui, et du coup, a perdu quelques munitions. Je crois qu'il en a perdu 3, si j'ai bien noté. 3 munitions en portant trop le ballon. Et du coup, c'est Garcia, le 9 en face, qui a super bien vu ça et qui l'a toujours pris au ballon. Et Dupont, surpris, a perdu la balle quelques fois. Et globalement, sur cette tournée de novembre, même si analyser les matchs d'Antoine Dupont, c'est toujours compliqué parce que faut bien lui trouver des défauts. Non, mais parce qu'en fait, il va toujours, même dans un match où il est peut-être moins dominateur, il va toujours avoir des actions décisives, comme l'essai de pénalité où ça part de son jeu au pied incroyable par-dessus le ruck, qui du coup surprend tout le monde. Et après, il y a le jeu au pied de Ramos qui est parfait aussi. Donc voilà, il y a cette action décisive. Donc même quand il est peut-être un peu moins bien derrière, il repart avec une action décisive. Mais j'ai quand même trouvé sur cette tournée de novembre que des fois il se trompait un peu dans ses choix, ou des fois il alternait pas assez entre porter le ballon et vite extraire. Et il y a des situations où tu te dis ah non, là le jeu c'est vraiment d'enchaîner, de pas forcément le porter. Tu l'as porté 2 temps de jeu avant, là continue dans l'avancée, on ne fait qu'avancer, tu vois. Au final c'est un peu de surjeu. Il a un peu surjoué. Sur certaines séquences, oui, alors que ça ne demandait pas forcément, quoi, tu vois. Après, surtout dans les 10 derniers mètres où là, t'es dans l'avancée, quoi. Attention, on ne dit pas qu'il a fait un mauvais match ou quoi que ce soit. En plus, là, il a corrigé ce qui a fait son défaut face à la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire les sorties de camp, où vraiment il a fait de super sorties de camp. Mais de toute façon, moi, je le dis, c'était beau la comparaison, mais j'aime bien la dire dans la rédaction. Vas-y. Mais oui, parce que je trouve que analyser des matchs de Dupont, c'est comme quand tu analyses un match de Messi. Non, mais je suis désolé, mais je le dis, c'est que même quand il n'est pas incroyable et qu'il ne marche pas sur tout le monde et tout, même dans ces mauvais matchs, entre guillemets, il va quand même avoir 2 ou 3 actions décisives où tu te dis que 99% voilà, des 9, ça peut être une passe, ça peut être un jeu au pied, ça peut être une chistera parce que là il porte autour d'un ruck et du coup ça ouvre la porte à quelqu'un et du coup tu te dis ah mais il a fait 3-4 erreurs, il a pas été forcément, il a subi un peu quelques plaquages, mais en même temps à côté il y a 3 actions décisives. Bon, comment on fait? Donc c'est ça qui est toujours délicat avec Dupont, c'est impossible, quoi. Alors on m'a dit qu'ils vont pas plus trop tarder, pardon, les Français en conférence de presse. Et il y a une stat, j'avoue que je ne l'avais pas du tout pensé. Je vais dire, voilà, Yann 80-45 qui dit aucun carton contre la France cette tournée. Ah oui, c'est pas mal. Voilà.
aucun carton. Je me trompe. Alors, et apparemment, t'es fort. Et apparemment, tu ne te trompes pas parce que je viens de vérifier, pendant que mes collègues discutaient, je viens de vérifier. Apparemment, j'ai regardé sur les films des matchs sur Rugby-Rama, la phrase n'a pas pris carton. Alors que les Argentins ont eux, pris 2, et pour le coup, Nouvelle-Zélande et Japon, personne n'en prend. Et puis pour. Et Nouvelle-Zélande, on s'était dit qu'il y avait. C'était pas un match, on s'était dit qu'il n'y avait pas d'arbitrage vidéo. Non, ouais, il y a eu 2 matchs propres. Bon, là, les Argentins, on va pas se mentir, la première mi-temps. Bon, le premier carton, il y a débat. Bon, certains voyaient rouge, d'autres voyaient pas grand-chose. Bon, ça, c'est des règles du rugby. Il y a pénalité parce qu'il arrive sur le côté. Voilà. Oui, voilà. Mais du coup, c'est quand même fort quand même dans le rugby actuel. Pour être tout à fait honnête, oui, mais Afou s'en sort bien. Je sais ce que tu vas dire. Pour avoir revu les images, ça n'a pas été revu par les arbitres, mais il y a en tout cas un contact tête contre tête. Voilà, oui, après, ça prouve aussi une chose pour moi, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est qu'on a aussi une certaine solidité défensive, puisqu'on a, du coup, ça nous a. La solidité défensive nous a permis de ne pas faire des fautes cyniques et donc de prendre des cartons, parce que les cartons, tu les prends aussi souvent sur les répétitions de fautes ou sur les fautes cyniques. Comme on a été bon en mêlée, on n'a pas eu d'accumulation de fautes en mêlée. Bon, là, il y a eu Colombe, mais c'était pas assez flagrant pour mettre un carton. Et sinon, il n'y a pas eu trop de fautes proches des lignes. On a réussi à résister défensivement et physiquement pour ne pas prendre de oui, ça, et plus quand même maintenir ton taux d'agressivité au bon niveau, quoi. Et ça veut dire que tu ne subis pas, en tout cas sur ce match, tu es dans l'agressivité, mais tu n'es pas dépassé. Et souvent, quand tu commets un jeu déloyal, un plaquage haut, c'est que ta défense, elle est vraiment sur le reculoir, tu veux sauver un peu la patrie tout seul, voilà, t'as pas le choix, et du coup, tu es un peu dépassé, même dans ton attitude et dans ta gestuelle, et là, du coup, tu peux plaquer haut. Elle est quand même marrante, ce stat. Ils le disent dans le chat aussi, ça change par rapport au tournoi, c'est vrai, parce qu'au tournoi, c'est ce que tu prends j'allais rouge contre l'Irlande, tu prends rouge contre l'Italie. C'est ce que j'allais dire, mais même plus que le tournoi, j'ai l'impression qu'on prend souvent des rouges, en fait. J'ai le souvenir de Paul Villemc, Mohamed Awas, c'est Brice Dulin qui fait le tête contre Russell aussi il y a 2 ans ou 3. C'est Tao qui prend rouge contre l'Uruguay. Il y a Tao, tu vois, il y a quand même beaucoup de rouges qu'on a en tête, quoi. Après, pour le coup, la Coupe du Monde, qui est quand même aussi un moment fort, il n'y en a pas eu non plus. Tu vois alors qu'on a eu des gros matchs. Nouvelle-Zélande, match d'ouverture. Il y en a un en finale. Pas de la France. Non, mais pas de la France. Je parlais de la France. Tu vois, en quart, qui était un gros match, tu prends pas de carton. Oui, c'est vrai. Et Gab SM, il y a eu Dupont sur Colby aussi en 2022. Au Vélodrome. Oui. Non, t'en prends. Bon, après. Tao prend jaune, oui, c'est vrai, je me disais. L'action m'avait marqué, mais je crois qu'il prend que entre guillemets jaune, mais bon, c'est pas grave. Donc ils vont pas trop tarder, attention, ils se font attendre, je pense qu'ils profitent un peu. Ils attendent qu'on finisse de débriefer. Oui, d'accord. Toto et Fabien, vous pouvez venir, après on parlera des joueurs. D'ailleurs, vu qu'on parle de la Coupe du Monde, est-ce qu'on peut dire que l'en avant volontaire de Gonzalez, ça peut le même que l'en avant volontaire de Edzebet? Je pose là. Vous répondrez, vous, chez vous, mais pour moi, si on siffle en avant volontaire de Gonzalez, on siffle. C'est pas totalement la même action, mais en avant volontaire d'Edzebet. On va pas se mentir, on a revu l'action, on va pas remuer le couteau dans la plaie, pour moi on a quelque chose d'évident. On a revu pendant le match l'action de notre ami sud-africain. Je pense que le chat sera à mes côtés. Oui, je pense aussi. Non, mais après, c'est vrai que les Argentins, ils se sont un peu trompés tactiquement quand même dans ce match. Je pense qu'ils se sont fait surprendre aussi par l'efficacité française. Ils ont pris de suite un éclat. Et excusez-moi, même techniquement, ils se sont trompés. Oui, il y a des joueurs. C'est après derrière le match, à partir du moment où tu es vraiment derrière, tu vois. En touche, ils ont été dominés. Franchement, à part la mêlée en fin de match, il n'y a pas un secteur dans lequel les Argentins étaient au-dessus aujourd'hui. Les ballons défensifs au début de match. La conquête d'une manière générale, oui, la conquête. Non, après, par contre, aussi. On envole pas mal de touches quand même. Il y a Olivon qui envole 2. Après, moi, un secteur de jeu que j'ai apprécié, c'est notamment les renvois. Les Argentins ont été vraiment en difficulté sur les renvois français. On a réussi à mettre la pression tout le temps. Du coup, j'ai en souvenir Olivon. Oui, mais le direct, il est bien joué. Parce qu'au final, ça peut presque faire essai derrière. Bon, ça joue à pas grand-chose. Après, derrière, tu gagnes la pénalité sur la mêlée. Mais le contre de Charles Olivon, les 2 contres qui amènent au final l'action. J'ai trouvé que les Argentins étaient rapidement en difficulté pour sortir de leur camp. Et ça, c'est vraiment positif, alors que nous, sur nos renvois, on a plutôt globalement été sérieux, quoi. Oui, sauf un qui va direct en touche. Oui, sauf un qui est pile sur la ligne. Qui pile sur la ligne. Tout doit être parfait, mais bon. Mais oui, voilà. C'est compliqué. Au final, il n'y a qu'une ombre au tableau pour moi sur ce match, c'est la blessure de Jean-Baptiste Hugo. Oui, la blessure de Jean-Baptiste Hugo. On verra ce que c'est. Évidemment. Alors, on n'a pas encore les informations. Alors, on verra, on espère. Normalement, c'est les questions du début sur les blessés. Bon.
On verra si on y reste. Ça ressemble un peu on à la... demandera sinon à nos collègues qui sont là-bas. Bah, ça ressemble à un problème musculaire. Non mais ça ressemble à ce qu'on disait en direct à la blessure de Julien Marchand avant la Coupe du Monde. C'est à peu près sur une... match d'ouverture. Au match d'ouverture, oui. C'est à peu près une action similaire où il est pris un peu en porte-à-faux. Ça a plutôt l'air d'être la cuisse plus que le genou. Et donc peut-être une petite déchirure musculaire sur l'ischio, Oui, c'est vrai que ça a été un des gagnants de cette tournée, on en reparlera. Mais, il faisait un gros début de match. Ouais, il faisait un bon début de match. Un des gagnants qui va peut-être... Chapeau à Reda Wardy. Oui, cadeau. Enfin, au final, c'est dommage pour lui parce que pour le coup, Reda Wardy fait 75 minutes. Vraiment, je pense que c'est son meilleur match en équipe de France. Très franchement, Reda Wardy, vraiment, il est impressionnant. Il a eu franchement des mains sur ce match, puisqu'il a touché un nombre incalculable de ballons. Non mais après, il a joué deuxième 10. Non, mais déjà, c'était le 10 des avant en fait. Non mais déjà quand tu fais, pour moi, pour un pilier au niveau international, faire 75-76 minutes, à chaque fois je trouve ça incroyable. Enfin, j'avoue que moi ça m'impressionne toujours. Je me dis comment c'est possible. C'est un poste qui demande tellement. On est au niveau international quand même, donc ça court. Enfin, c'est pas, on n'a pas joué le Japon là, quand même. On a joué la 5e nation mondiale. Le Japon apprécieront. Assassinat qui nous regarde depuis en direct. Faire cette performance, parce qu'en plus il s'est jamais caché. Comme tu l'as dit, il a touché énormément de ballons. Ouais. Il a été toujours dans l'avancée. Je trouve que c'est vraiment à souligner et à dire bravo parce que c'est pas courant. Et du coup, pour moi. Pour un petit point de stat, 13 plaquages. Oui, voilà. Je sais pas si on parle de lui maintenant. C'est pas non plus. Si non, je sais pas. Tu peux en parler maintenant. Parce que franchement, c'est vraiment un mec qui. J'ai le souvenir de la demi face au Leinster il y a longtemps en Champions Cup. C'est un mec de l'ombre, Reda Wardy. Un pilier qui est vraiment un profil particulier parce qu'il plaque beaucoup par rapport à d'autres piliers. C'est sur ces phases de jeu là qu'on le voit le plus et pas forcément ballon en main. Et là, aujourd'hui, défenseur battu. Il a vraiment été, j'ai l'impression, le premier avant disponible à chaque fois, alors qu'il a joué 76 minutes pour un pilier, c'est quand même fou, pour récupérer des ballons et avancer à chaque fois. Il a quand même 2 défenseurs battus, ce qui n'est pas commun pour un pilier. Je crois que c'est sur l'axe, il y a une action dans les 22 argentins où il fait une petite percée, il avance de beaucoup, je pense que c'est là où il est bas. Et son activité offensive n'a pas... empêcher son activité défensive, comme tu l'as dit, avec ses 13 plaquages. Non, mais en plus, c'est surtout que tu peux te dire, bon, tu as 75 minutes à jouer, il faut aussi un peu gérer ton match. Bon, ça lui est pas arrivé souvent, Reda Wardy. Je pense que c'est peut-être la première fois, même au niveau international, qu'il joue autant. Donc, non, il a jamais été dans la gestion, il s'est pas posé de questions, il s'est toujours proposé. C'est jamais quelqu'un il s'est jamais caché, Reda Wardy, mais en vrai, on peut lui tirer un coup de chapeau parce que c'est fort, même s'il a fait ce soir. Oui, donc 13 plaquages sur 14. Très content de se tourner sur ça, sur les piliers gauche, parce qu'en l'absence de Cyril Baye, on a montré que Reda Wardy et Jean-Baptiste Gros, c'était vraiment très solide. Bah, même à droite au final. Bah, à droite, oui, Colombe, Antonio, Tatafou, il fait qu'un match au final. Tu peux pas. Tatafou, ça reste quand même encore une promesse, tu vois, qui n'a pas encore confirmé. Du coup, son premier match était. Il n'a pas marqué beaucoup de points, mais il n'a pas perdu. Colombe en a gagné contre la Nouvelle-Zélande. Bon, il en a un peu perdu contre l'Argentine. Et Antonio a fait son match ce soir. Il t'amène. Je suis d'accord, mais pour moi, il a quand même plus de certitude à gauche qu'à droite. Ça, je suis d'accord. Mais à gauche, tu as 2 mecs qui sont déjà habitués quand même. Oui, bien sûr. International. Reda Wardy a joué la Coupe du Monde, Jean-Baptiste Gros a joué la tournée en Argentine cet été. Je crois qu'il est. Je sais pas c'est un historique du groupe. Avant Wardy, c'était déjà lui. C'est un historique du groupe. À droite, Colombe. Il a été très longtemps numéro 2. C'est que depuis le dernier tournoi qu'il est dans les 23 en Impact Player. Tatafou, cette tournée. Donc tu as beaucoup moins de choses. Pour chipoter un peu, par contre, au poste de talonneur, je trouve qu'il n'y a plus aucun actuellement débat entre. Movaca, Marchand. Pourquoi c'est non mais parce que souvent les deux se tiraient un peu la bourre, etc. Et quand il y en a un qui était titulaire, l'autre rentrait, faisait une énorme rentrée, donc on se disait il faut pas qu'il parte titulaire. Là au final je trouve que la hiérarchie est plutôt respectée, plutôt logique, quoi, tu vois. Marchand n'a pas fait une entrée qui pour moi me fait dire là actuellement là il doit peut-être devenir titulaire, ou tu vois ce que je veux dire. C'est pas le... Ça n'a pas été marquant ces entrées sur les 3 matchs. Mais... Non mais voilà, tu vois, c'est que... On va passer aux joueurs, parce qu'apparemment les Fabien Galtier et Antoine Dupont ne sont pas trop pressés de venir en conférence de presse. Ah. Parce que les joueurs déjà... ils sont en train de faire le tour du stade, là, ils applaudissent.
Non, public du Stade de France. Déjà pas de joueurs en zone mixte avant la fin de la conf, donc je pense que tout le monde va se réunir dans le vestiaire et ils sont pas encore là pour la conférence de presse. Je pense que c'est le dernier match, donc je pense qu'ils doivent boire quelques coups ensemble, oui, ou débriefer ou profiter surtout. Voilà, avec les fameux moments conviviaux, convivial, je sais pas comment on dit, conviviaux. Oui, Conviviaux. On dit de moments de convivialité, tu risques rien. Les fameux moments de convivialité avec modération. On dirait un Elie Argentin. Ah ouais, là. Oh, allez, toujours plus. C'est Isgro après avoir plaqué Ficou. Ah, franchement, non, parce que. Pas même pas. Petite parenthèse, Ah, si, plaqué, oui. les Argentins ont vécu. Il a essayé de le plaquer, oui. après il a pas réussi. Les Argentins, soirée très compliquée, que ce soit en termes de rugby, physiquement. On en a vu beaucoup se faire soigner, beaucoup blessés. Ah oui. Delgui, j'ai souvenir d'un autre aussi. Il y a Matera qui est sorti Oui, pour Matera, Slavi qui sort un peu. Isgro, voilà. voilà. Slavi qui sort en boitant. Carreras qui a dû être soigné 4 fois. Matteo. Il a dû changer, il a changé de maillot. Non, pour le coup, les Bayonnais, du coup, les Argentins ont vraiment souffert dans tous les secteurs, sauf en conquête un peu, mais physiquement, ils ont souffert. Non, ils ont souffert. On va passer aux joueurs quand même, en attendant ceux qui doivent venir en conférence de presse. Et on va commencer par Charles Olivo. On dit les notes d'abord. Oui, on va dire les notes. À chaque fois, j'oublie. Heureusement que tu es là. C'est la première fois que je dis cette phrase à propos de. Est-ce que tu veux que je l'ai dit? Oui, tu m'as demandé la semaine dernière. Bon, non, c'est comme tu veux, je suis dessus. Apparemment, c'est pour t'arriver. Vas-y, dis-les, j'aime pas. Non, mais c'est j'aime pas être sur le devant de la scène. Alors, numéro 15. Léo Barré, 5,5 sur 10. 14, Gabin Villiers, 6,5 sur 10. Je précise que c'est la rédaction de Midi Olympique qui a fait les notes. Gaël Ficou, numéro 13, 5,5 sur 10. Yoram Moefana, numéro 12, 5 sur 10. Louis Bielbiaré, numéro 11, 7 sur 10. Thomas Ramos, numéro 10, 7,5 sur 10. Anton Dupont, numéro 9 et capitaine, 6 sur 10. Charles Olivon, numéro 8, 7,5 sur 10. Paul Boudéan, numéro 7, 6 sur 10. François Cross, numéro 6, 7 sur 10. Emmanuel Meafou, numéro 5, 6 sur 10. Thibaut Flamand, numéro 4, 6 sur 10. La première ligne, Winnie Antonio, numéro 3, 6,5 sur 10. Peato Movaca, numéro 2, 6 sur 10. Et enfin, Jean-Baptiste Gros n'a pas été noté, bien sûr. C'est Reda Wardi, 7 sur 10, qui a été noté. Donc voilà, c'est applaudissez Yanis dans le chat. Il a attendu toute la semaine pour ça. Je me suis entraîné. Sachez qu'il m'a fait la gueule tout le début de semaine parce que je l'ai pas laissé dire les notes la semaine dernière. Donc je m'en excuse encore, Yanis. Faut vraiment pas se montrer. Faut vraiment pas vouloir aider ses copains dans cette rédaction. Mais je retiens. Donc voilà, on peut partir sur Charles Olivon, élu homme du match des Autumn Nation Series. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Pardon. Ah, je sais pas, tu me regardes. Non, je t'ai sûr. Non, alors Charles Olivon, dont on a beaucoup parlé en début de tournée, qui était plus dans les 23 contre le Japon, qui est revenu sur le banc contre la Nouvelle-Zélande, qui était titulaire avec le numéro 8 contre l'Argentine, et un match exceptionnel, tout simplement, du Toulonnais, 19 sur 20 au plaquage, une activité exceptionnelle également, une réponse de patron. C'est clair, mais après il avait déjà fait une très bonne rentrée face à la Nouvelle-Zélande, donc il a été entre guillemets récompensé de sa très bonne rentrée face à la Nouvelle-Zélande. Non, il fait un match. Moi, c'est pas que j'avais des doutes sur son positionnement. Après, c'est tellement un joueur expérimenté, talentueux que il avait déjà joué 8. Il joue pas mal 8 avec Toulon, donc c'est juste qu'en équipe de France, il n'avait pas vraiment d'expérience à ce poste-là. Mais j'ai trouvé directement tranchant sur les sorties de mêlée. Il a avancé sur tous les impacts. Il a fait du bien à l'équipe de France là-dessus. Et après, en défense, oui, c'est 19 sur 20, c'est énorme. C'est de loin le meilleur plaqueur français. C'est de loin le meilleur plaqueur. Je l'ai trouvé juste dans toutes ses courses. Des fois, je faisais des focus un peu sur lui quand on avait des séquences offensives. Il avait toujours la bonne course quand certains peuvent des fois être dans la mauvaise zone ou du coup pas toucher le ballon. Lui, toujours, il était trouvé par Dupont ou un autre parce qu'il était dans le bon tempo, il avait la bonne arrivée, il prenait le ballon au bon moment. Enfin, il était juste dans tout ce qu'il a fait. Il a été juste au plaquage, en attaque. Il était et vraiment, il fait une grosse prestation. Même quand il est à la faute, pour moi, c'est une faute intelligente quand il se met à la faute. C'est vrai, il a raison. Quand il se met à la faute dans ses 22, il sait que c'est pas une action qui va lui coûter un carton jaune parce qu'on n'est pas encore assez proche de la ligne. On est vraiment sur le reculoir, on subit vraiment cette action, il faut y mettre fin.
c'est le bon moment, il fait une faute que peut-être un joueur moins expérimenté n'aurait pas faite. Donc voilà, il a aussi le patron là-dessus. Et du coup, c'est un match XXL taille patron. Et que ce soit les courses ou les fautes, comme tu le dis, c'est vraiment l'expérience qui a parlé pour Charles Olivon. C'est un mec qui sait se placer. En équipe de France, il a ses habitudes, c'est quand même l'ancien capitaine. Il sait comment ça marche. Franchement, il n'est pas beaucoup passé à côté de matchs en équipe de France. Hein. Il a toujours été plutôt bon. Oui, en équipe de France, et aujourd'hui, ce que j'ai envie de retenir, c'est la touche, premièrement, parce qu'il a contré 2 ballons minimum. J'ai pas vu s'il en avait fait plus, mais 2 ballons importants. Et aussi les grattages. Parce qu'aujourd'hui, Olivon, dans une équipe qui manque de gratteurs depuis qu'on a perdu Danty et que Marchand est passé sur le banc, pour moi, c'est devenu un des gratteurs de l'équipe de France. Il a montré contre la Nouvelle-Zélande avec son énorme grattage à 5 mètres de sa ligne. Et là, il le montre encore ce soir en montrant l'exemple sur un ruck, en y mettant la tête. Après, comme la stratégie française, ça n'a pas été de se consommer dans les rucks, ça a été un peu le cas face à la Nouvelle-Zélande. On n'avait pas non plus de gratteur, mais on subissait les impacts. Donc au final, quand tu es toujours en train de reculer, c'est compliqué quand tu as une stratégie de ne pas te consommer dans les rucks. Là, au final, on a quand même plus avancé, donc on attendait quand même plus la faute argentine que récupérer le ballon. Je reste persuadé que tu as toujours des mecs qui sont en mission, leur mission c'est de gratter les ballons, alors ne pas y aller tout le temps, c'est une évidence, peut-être qu'il y a des moments où tu vas moins que d'autres selon la volonté des coachs, mais tu as toujours un mec, quoi qu'il se passe, qui doit aller gratter quelquefois. Et là, pour le coup, ça a été lui, alors que durant ses nombreuses années en équipe de France, depuis qu'il est sélectionné, ça a rarement été lui quand même. Ça a rarement été ses caractéristiques de gratter. Lui, ça a plutôt été justement l'homme de la lumière. Quelqu'un qui sait se placer, qui sait prendre des ballons au bon moment pour aller marquer des essais. Même, il a beaucoup marqué d'essais lors de ses débuts en équipe de France et quand il était capitaine. Et là, il s'est un peu moins montré sur ça, mais il a gardé un côté un peu plus complet, un peu plus je fais aussi les tâches de l'ombre, je me mets là sur les rucks, je me mets là sur la touche. Et la touche française, on avait besoin. Proche du rug. La touche française a été un point faible contre la Nouvelle-Zélande, le grattage aussi, et lui a comblé ses 2 points faibles. Sur l'essai de Belbiari, il contre 2 fois le demi-mêlée argentais. Une première fois, il n'arrive pas à rattraper le ballon, et une seconde fois, après pour être tout à fait franc, alors on peut parler pour certains de forme du moment, un peu plus délicate, etc. En tout cas, moi, je regarde du top 14 aussi tous les week-ends. Je trouvais qu'il était, il était en forme avec Toulon depuis septembre. Donc, il faisait pas partie entre guillemets de ces cadres qui sont un peu dans une forme un peu plus délicate en club aussi. Il était vraiment en forme, donc je suis pas non plus surpris de le voir faire une performance comme ça, dans le sens où pour moi, il était déjà au niveau. Quoi, je dirais pas que c'est surprenant, mais on le citait et logiquement avant France-Japon parmi les potentiels perdants de cette tournée, parce que tu sentais peut-être que si par exemple si François Cros ne s'était pas blessé contre le Japon, peut-être qu'il n'aurait pas été dans les 23 contre la Nouvelle-Zélande, il n'aurait pas pu faire l'entrée qu'il a faite et du coup être titulaire face à l'Argentine, et au final il sort gagnant de cette tournée. Parce qu'en un match et demi il a montré, alors peut-être que le staff le savait déjà parce que voilà, ils sont dans le vestiaire et ils lui parlent tous les jours, mais il a montré qu'il était encore là et que même Roumat, Gazzotti, Paul Boudéan peuvent arriver et éclore complètement. Lui, il est encore là et il faut vraiment le pousser droit. C'est aussi un truc. On a maintenant aussi faut le dire, un deuxième numéro 8 de haut niveau en équipe de France, ce qu'on attendait peut-être pour reposer quelquefois Greg Aldrit. On a vu qu'Olivon maintenant il pouvait matcher en 8 en équipe de France. Il a montré beaucoup de fois avec Toulon, il l'a fait aussi avec Bayonne. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent jouer 8. D'accord, d'accord, mais aujourd'hui on a la certitude qu'Olivon peut. Pas non plus 40. Boudéan, je peux jouer 8. Aujourd'hui, je pense que si Boudéan met 8, ça choque personne. Cross l'a déjà fait. Oui, mais Kroos l'a déjà fait. Je pense que Gazzotti, ils le font rentrer en 6. Mais là, tu as la certitude que tu as un 8. Oui, mais alors Gazzotti, il va falloir un peu de temps. Là, tu vois, il fait pas. Je dis pas qu'il fait une mauvaise entrée, mais c'est juste que tu le sens des fois un peu perdu dans ses placements. Il a surtout fait du ruck, du soutien, plus que. Il gratte dans les ballons, je crois. Plus que ce qu'il fait d'habitude, notamment avec Bordeaux-Bègles, c'est-à-dire beaucoup de courses avec le ballon. Et il se montrant beaucoup grâce à son physique. Non, mais il faudrait pas tomber quand même, je trouve, dans cette caricature du quand t'es un cadre et que t'es un peu moins bon, du coup après un peu comme Charles Olivon, tu dois regagner ta place tout le temps, regagner des points et tout, et après avec tous les jeunes, mais les jeunes il faut leur laisser du temps, il faut lui laisser du temps. En fait eux ils ont le droit d'être moins bons et tout, mais par contre les cadres là il faut toujours qu'ils soient au top, parce que s'ils sont un petit peu moins bien, ils peuvent dégager très facilement.
tu vois. Non, mais il faut juste pas tomber, je pense, dans cette caricature à l'extrême, tu vois. Non, mais c'est juste qu'aujourd'hui, les cadres, c'est les personnes qui sont des joueurs qui sont forcément plus âgés et qui sortent d'une génération qui n'a pas gagné la Coupe du Monde. Alors, c'est plus facile de les sortir du groupe pour dire il faut changer quelque chose, c'est peut-être qu'il faut changer, que de changer un Tatafou. Ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, il n'y a qu'une équipe qui gagne la Coupe du Monde. Que de changer un Tatafou, un Gazzotti qui n'ont pas encore eu leur chance, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus logique, forcément, de se dire eux ont une place à perdre et pas forcément Gazzotti et Tatafou. Oui. Non, mais Gazzotti, son entrée aujourd'hui, il a rien à perdre. Mais oui. À part de vraiment faire n'importe quoi et de prendre un rouge à la 50e, mais aujourd'hui, c'est même. Je trouve. Juste, je dis, c'est qu'il ne faut pas tomber dans cette caricature juste à l'extrême. C'est une caricature, c'est logique. Non, mais mais à chaque fois dans notre analyse et dans notre regard sur les performances individuelles, de pas dire ah ouais, mais alors lui, il est vraiment un peu moins bien. C'est un cadre, donc là, il a vraiment perdu beaucoup, quoi. Et après derrière, il faut qu'il cravache de fou pour regagner des points. Oui, mais tu as des joueurs qui sont des cadres de toutes les sélections, tu en as forcément plus que le petit jeune d'à côté, c'est normal. Oui, d'accord. Aujourd'hui, si tout le monde est à 5 sur 10, tu seras plus déçu de Dupont que de Jean-Baptiste. Excuse-moi, c'est pareil. Là, tu prends un mauvais exemple en plus avec Gazzotti, parce qu'il est remplaçant. Mais si Gazzotti aujourd'hui avait démarré titulaire en 8, il aurait beaucoup à perdre aussi, pour moi. Si Gazzotti, là, il faisait un très mauvais match en 8, pas sûr, on l'aurait peut-être revu. Comme Tatafou face au Japon. En mode, moyen, mais plus moyen, quoi. Pas vraiment moyen plus. Moyen. Et tu dis, alors c'est une bonne première. Servat avait prévenu en mode, il lui faudra un temps pour s'adapter au niveau international. Ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, on est là, on juge pas, on dit pas, on va le revoir. Et on attendait de le revoir. Tu trouves pas alors que Buros avait pas beaucoup à perdre la semaine dernière ? Si, Buros avait beaucoup à perdre, pourtant c'était sa première sélection, c'est la première fois qu'on le voyait. Et on s'était dit, s'il rate son match, on le reverra jamais. Ça aurait été Buros. D'ailleurs, bon match de Léo Barré. Oui, bon match de Léo Barré. Là, pour le coup, on aurait pu s'accuser Galtier de ne pas l'avoir fait débuter face au Japon, que du coup, il n'avait pas sa première sélection, il avait manque de confiance. Je pense qu'on ne l'aurait pas tapé, tu vois, sur Buros. Je pense pas, tu vois. Il aurait peut-être perdu des points, mais on n'aurait pas tapé sur Buros, première sélection ou tout, tu vois. On tape jamais sur les mecs qui commencent juste, c'est dur. Puis de toute façon, le débat est mal placé, puisque Olivon, et comme l'indique le petit bandeau, Ficou aussi, on fait le taf. Mais le truc, c'est ça, c'est que les cadres aujourd'hui, tu veux pas les virer, parce qu'ils ont fait, ils font plus que le taf. Les trois qui, entre guillemets, étaient un peu sur... on va pas dire sur la sellette, mais dans leur présence était un peu... Voilà, il y avait la concurrence qui tapait vraiment. Voilà. C'est Villiers, Ficou et Olivon. Et là, les trois font un énorme match. Voire même, tu peux même rajouter, même s'il n'était pas sur la sellette du tout, parce qu'il n'avait pas joué avant. Mais on attendait quand même aussi Antonio qui fait son match. Oui. Tu pouvais te dire si Antonio passe complètement au travers, derrière tu as retrouvé deux piliers droits, tu peux te dire bon voilà. Là il a montré quand même aux petits jeunes qu'il était encore là et que pour le tournoi il sera encore là. On parle d'un 3 sur 3 et il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Voilà, les Penaud, De Porter, il manquait du monde parce qu'on parlait aussi, dans le chat il parlait, il y a peut-être pas un remplaçant à Méafou. On n'a pas eu Antonio pendant 2 matchs aussi. Antonio, bon, et il est encore jeune, mais t'as pas Tulagi, qui est censé être le remplaçant naturel déjà de Tao Fénois sur le banc à l'avenir, mais aussi de Méafou. Du coup, à la 50e, tu fais rentrer Tulagi, donc il manquait du monde aussi en équipe. Après, un certain Romain Tamac aussi. Un certain Romain Tamac. Un Guillard aussi. Oui, un Guillard a apporté des bonnes qualités sur cette tournée. Je suis d'accord, mais c'est vrai, il y avait Romain Tamac. Voilà, il manquait du monde, mais comme dans toutes les sections aussi un peu. Mais bon, voilà. Je trouve juste que beaucoup de joueurs ont marqué des points. On a compris un petit peu le fonctionnement de cette équipe. Peut-être juste malheureusement à ce poste de numéro 12 où je trouve que là il y a la porte qui est laissée ouverte en tout cas. Ouais, mais la porte est ouverte, mais il n'y a pas grand monde pour ouvrir pour mettre la clé quoi. Mais alors, est-ce qu'on osera mettre Ficou en 12 et imaginons quand il reviendra De Porter en 13 et puis je pense alors voilà, il aura dans un coin de la tête d'associer la paire de centre bordelaise à mon avis. Sans taper sur Yoram Moefana qui a pas été bon cette tournée d'automne. Non, il n'a pas été bon contre la Nouvelle-Zélande, il n'a pas été transcendant contre l'Argentine, il a fait son match, mais il n'a pas été transcendant, pas comme d'autres en tout cas. Mais oui, en tout cas, moi personnellement, j'aurais toujours envie de voir cette paire Moefana De Porter, déjà pour les automatismes, voilà, parce que tu te dis Moefana De Porter Belbiaré. Voilà, Penaud, mais bon, Penaud de l'autre côté, tu te dis, bon, soit tu vas d'un côté, soit tu vas de l'autre. Mais je comprends, mais pour le coup, le centre qui a le plus impressionné sur cette tournée, c'est Gaël Ficou. Non, mais je suis d'accord. Donc, mais Ficou est quand même beaucoup plus 13, peut être mi-12, mais beaucoup plus 13. Tu vois, moi, ce que je souhaite pas, c'est mettre De Porter en 12, quoi, comme ils avaient fait à la fin du tournoi. Ah, je crois. Ça y est, ils sont arrivés. Ce soir. Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier? On va écouter Fabien Galtier. Dites-nous si vous entendez bien.
voilà, entre vous. Et question pour Fabien, tournée réussie comptablement, 3 sur 3. Qu'est-ce que vous retenez? La confiance acquise, l'émulation qui fonctionne ou la recherche du jeu que vous voulez proposer dans 3 ans en Australie? Oui, effectivement, pour nous c'était un rassemblement important puisque c'était pas vu pour certains comme Antoine depuis un an. Pour d'autres aussi, il fallait retrouver une dynamique sur cette fin de l'année 2024. Et c'était important de répondre présent sur ces 3 matchs. Ça a été fait avec un enchaînement particulier puisqu'après les All Blacks, on avait 6 jours pour jouer l'Argentine. Des équipes qui terminent leur saison et qui sont quand même rodées depuis 6 mois. Donc on avait un challenge, c'était d'aller vite, de trouver vite l'organisation pour pouvoir les jouer et performer. Et ça a été fait, donc on est satisfait par les résultats et nous allons ce dernier résultat. Dans le vestiaire, on a surtout récupéré, fait le bilan et passé du temps avec nos amis argentins qui étaient dans l'équipe en face. Et rien de beaucoup plus amusant. Fabien, bonsoir. Tu dirais que c'est une victoire maîtrisée ce soir? À partir du moment où tu termines avec 2 marques, 14 points d'écart face à l'Argentine, quand on voit ce qu'ils avaient fait 7 jours plus tôt en Irlande, on va dire que c'est mieux maîtrisé qu'en Irlande, que la victoire des Irlandais, mais tout est relatif. Je pense que quand on est rentré au vestiaire avec cet écart de 30-9, je crois, 21 points d'avance, on se disait qu'on pouvait être ambitieux sur le deuxième mi-temps, mais c'était sans compter leur capacité de réagir et puis leur niveau de rugby actuel. Et donc, on est très satisfait de ce résultat. Bonsoir messieurs, question pour Antoine. On a eu le bilan de Fabien. Quel bilan toi tu fais de ces trois rencontres en équipe de France, toi qui avais laissé pour l'équipe de France à 7 et qui n'est pas joué depuis un an? Il est très positif évidemment avec 3 victoires face à des adversaires de grande qualité. Donc bien sûr qu'il est très positif, mais je pense que ce qui est encore plus positif, c'est notre marge de progression. On gagne les All Blacks d'un seul point, mais je pense qu'avec un peu plus de rigueur, le quart aurait pu être plus large. Et là aujourd'hui, on tourne à 39 à la mi-temps, après un moment de relâchement, mais je pense qu'on a encore une marge de progression et on aura des choses à bosser pour arriver encore plus près pour le tournoi, mais c'est plus que positif. Bonsoir. Fabien, est-ce que un des éléments les plus positifs de cette tournée, c'est quand même votre efficacité offensive, qu'on va encore bien développer ce soir, notamment en première mi-temps? Oui, et on peut faire mieux, parce que on a des temps forts aussi qu'on ne conclut pas, mais en fait, c'est surtout quand on a cru et qu'on a respecté, qu'on était en phase avec notre feuille de route, on s'est rendu compte qu'on était à la fois très dangereux, très efficace pour monter le terrain, pour gérer le match et pour avoir la main sur le match, notamment sur les fins de match, les 20 dernières minutes. C'est nous qui avons la main sur les deux. Je ne parle pas du Japon, mais on peut parler du Japon sur les 3 dernières fins de match, c'est nous qui avons la main. Et donc quand on rentre dans les 20 dernières minutes avec ce capital à la fois confiance, et puis quand on voit le scénario des 20 dernières minutes, même si on n'est jamais à l'abri face à ces équipes-là, on est quand même très haut, les équipes ont la possession plus bas, on a des temps forts, on a un essai refusé qui est magnifique malheureusement pour en avant bien en amont. Et puis en face, il y a des joueurs qui ont des qualités, donc qui ont réussi à casser le rideau, mais même quand ils ont cassé le rideau, même quand ils ont cassé les plaquages, on a réussi à se réorganiser. On prend 2 essais suite à des ballons portés et du temps offensif, et qui viennent d'erreurs plus hautes, on va dire, de fautes de main de notre part, où on s'est fait pénaliser à mêlée. Bon, ils ont le droit aussi de nous bousculer. Fabien, est-ce que ce soir,
en tout cas à l'issue de ces 3 matchs, tu as le sentiment que c'est le début de l'acte 2 de ton mandat. Et deuxième petite question, est-ce que tu es là où tu voulais être dans le développement de ton jeu offensif? Tu avais évoqué avant le début de la tournée, l'évolution des règles te forcerait à... Le jeu offensif, c'est pas une structure isolée. Le jeu offensif, il dépend à la fois de notre capacité à conquérir les ballons, sur les phases de conquête, mais aussi sur les phases de combat comme les duels aériens. Il dépend aussi de notre capacité à bien défendre, donc à bien gérer notre énergie. En fait, on ne peut pas isoler le jeu offensif de la globalité, de notre kicking game aussi. Et je dirais que on peut faire mieux, comme l'a dit Antoine, on a le sentiment qu'on peut faire mieux. Mais honnêtement, on a coché chaque fois ces 2 cases pour maîtriser ces 20 dernières minutes qui étaient essentielles. Mais bien sûr qu'on veut faire mieux, qu'il y a des fautes de main dont on n'est pas satisfait, qui donnent l'impression qu'on ne se paye pas vraiment sur des temps forts où on était vraiment en place, notamment en début de deuxième mi-temps. Oui, mais c'est comme l'a dit Antoine, ce sont des marges de progression évidentes pour nous. Ce qui est important, je crois, c'est ce qu'on a décidé de faire, ça fonctionne et que les joueurs arrivent à l'appliquer. Sachant que c'est vraiment... il n'y a pas besoin comme je dis souvent, de cocher toutes les cases, mais il faut en cocher quelques-unes. Et pour le moment, ça va. Et l'acte 2 ? Je sais pas, moi je vois les choses dans la continuité. En tout cas, Marcoussis, c'est la flèche du temps, elle est dans sa continuité avec les événements qu'on a rencontrés, très heureux. Et le quart de finale perdu d'un point ici même face à la Afrique du Sud, on peut le dire, qui fait partie en fait de notre chemin et du chemin des joueurs. Et il faut surtout pas, je crois pas qu'il faille séparer un acte 1 d'un acte 2, je pense que c'est une continuité. L'équipe, elle est toujours à 80% de victoire, malgré l'année 2024 dont parfois certains disent qu'elle est plus ou moins bien réussie. Mais avec bien sûr des imperfections, avec des scories, avec des problématiques à gérer, qui est en fait c'est une équipe avec des êtres humains qui ont des temps forts, des temps faibles, des blessures. Encore des blessures aussi. Je suis très triste pour Jean-Baptiste Gros, qui est en très grande forme et qui se blesse sur un geste interdit. C'est embêtant. C'est les blessures, les copains qui nous quittent, c'est vraiment très dur quand on gagne comme ça. C'est grave. Je sais pas, mais bon, il a joué 3 minutes, quoi. Bonsoir, messieurs. Antoine, tu parlais de marge de progression à l'instant. À quel secteur penses-tu en particulier ? Sur plusieurs secteurs, je pense. Ça dépend aussi des matchs, des 3 matchs de la tournée, mais on parlait de notre jeu offensif. Je pense qu'on peut avoir plus de consistance. On a su être pragmatique, marqué avec très peu de temps de jeu, mais nos cellules et tout ce qu'on travaille la semaine, on a du mal à le retrouver après le week-end, ce qui est un peu dommage quand on voit les qualités qu'on a, les armes offensives qu'on n'ait pas plus de cartouches pour les exploiter. Et après, de manière générale, notre défense a été quand même positive, mais on a énormément défendu sur les 3 matchs. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir plus de ballons d'attaque, donc à nous de faire en sorte d'eux. Et après, sur plein de petits détails, sur notre jeu au sol, je pense qu'on peut être meilleur. Sur notre jeu au pied, je pense qu'on peut être meilleur aussi. Mais encore une fois, on gagne les 3 matchs, donc on peut quand même se savourer et apprécier les 3 résultats. Voilà, donc normalement vous nous entendez. Alors on va couper un peu la conférence de presse. On a vu déjà un bon bout, je pense que ça va pas tarder à se terminer. Du côté du Stade de France, ils sont arrivés un peu en retard. Bon, ils ont profité, voilà. Ils ont vu aussi leurs amis argentins. On peut quand même dire qu'on a plus de sourire sur ce plateau. Ce qui est bien, c'est que nous on a le sourire, moins, c'est bon. Voilà. Alors, j'ai pas compris, Dupont il joue pour l'Argentine ou je sais pas. Nous on est heureux. Après, voilà, je pense que dans le chat ils sont heureux. Si on est tous heureux. Non, mais c'est vrai que là, j'avoue que ça nous a un peu mis un coup derrière la nuque. Ça nous a fait. Alors, on se j'ai l'impression d'être. Pas, mais c'est vrai que. Non, mais j'ai l'impression d'être face aux Sud-Africains en quart là. Non, mais voilà. Donc, alors. Enseignement principal aussi, il s'est pas aventuré sur une potentielle la nature de la blessure de Jean-Baptiste Gros. Fabien Galtier s'est très déçu, c'est normal.
Gros qui n'a joué que 3 minutes, le Toulonnais, mais on n'a pas la nature exacte. Bon, vaut mieux peut-être s'il ne le sait pas que voilà, de dire des choses après qui sont pas vraies, mais en tout cas, on n'a pas de nouvelles. Et voilà, mais c'est vrai que bon, ils étaient. Non, mais tu sens que c'est une étape, même. Ou en tout cas, voilà, ils ont tellement d'ambition que, bon, ok, ils font une très belle tournée de novembre, ils battent les Blacks, ils battent l'Argentine, ils battent le Japon, mais voilà, leur objectif, c'est maintenant, tu le sens, c'est de gagner autre chose, c'est de gagner le tournoi. Pas le moment de s'enflammer, quoi. Voilà, tu le sens quand même dans l'attitude et dans les mots, il n'y a pas d'enflammade ni du sélectionneur, ni du capitaine. Alors, messieurs, on va continuer avec les Toulonnais, parce qu'on a parlé de Charles-Olivon, on va parler de Gabin Villiers un peu. Oui. Aussi, on en a déjà un peu parlé avant l'arrivée de la conférence de presse. C'est vrai que Gabin Villiers, lui aussi, alors, voilà, on ne l'attendait pas vraiment titulaire lors de cette tournée. En tout cas, 2 matchs sur 3, il les joue titulaire. Forcément, il y a l'infection pulmonaire de Damien Penaud qui a aidé. Et la blessure de Tsogbe. Oui, la blessure de Tsogbe. Voilà, il est parti de loin, Gabin Villiers. Au final, il finit titulaire contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Argentine. Et il nous sort un énorme match contre ses Pumas. 12 sur 13 en défense. Un essai, bien sûr, c'est lui qui marque le 2e essai français sur une magnifique combinaison des arrières tricolores. Au final, il aura marqué des points et il prouve qu'il est encore là et qu'il est encore une très très bonne solution à l'aile pour l'équipe de France. Ouais, c'est clair. Un match sur sa lancée de sa deuxième période contre la Nouvelle-Zélande où il a été hyper actif. Beaucoup de courses offensives, j'ai trouvé, par rapport à d'habitude. Assez tranchant, il a gagné ses duels à l'instar de Ficou et il a fait avancer l'équipe de France. Et en défense, bon, on le connaît, il a su aller chercher les 3/4 Pumas pour les faire tomber, voilà, tout simplement. Ah, mais c'est surtout qu'il a des qualités, Villiers, qu'on connaît, à rebondir un peu, à gagner les impacts, à gagner à dominer l'adversaire physiquement. Et en première mi-temps face au Black, il avait vraiment subi. Donc dans les secteurs où il brillait d'habitude. Oui. La deuxième période, je pense, l'a mis vraiment en confiance. Il a montré qu'il pouvait rivaliser face à l'une des meilleures équipes du monde. Et là, du coup, dès les premiers impacts, dès les premières secondes du match, il a dominé, il a pris le dessus sur ses adversaires. Et du coup, après, il était en confiance. Je l'ai vu aussi, comme tu disais, un peu aussi venir travailler au cœur du jeu. Je te fais moins, Biel-Biarré, on le sait. Donc ça, il l'a fait et ce que peut faire Penaud aussi quand même. Donc il a eu ce rôle-là qu'il a bien tenu. Et non, il fait un match. Franchement, il revient dans le game. Hein, oui. Il revient dans le game. Non, mais c'est vrai, il revient dans le game. Hein. On dit ça avec le sourire parce que ça nous paraissait, mais même lui, je pense, un peu difficile. Ouais. Après tout ce qui s'est passé, après la Coupe du Monde, bon, on sentait qu'il pouvait faire partie de ces joueurs que l'aventure se termine. Voilà, merci pour tout, mais bon, voilà, il y a beaucoup de talent et maintenant on laisse la place aux jeunes. Là, il revient dans le game, il montre qu'il est compétitif. Je suis pas de penser qu'il est repassé numéro 3 dans la hiérarchie. Hein. Que tu as Penaud, Biel-Biarré. Ah oui, je pense aussi, oui. Alors oui, Tsogbe se blesse parce que je pense. Le Belge, je sais pas s'il a fait, mais. Voilà, mais oui. Bon, on a compris dans cette tournée que bon, il fallait vraiment qu'il y ait beaucoup de blessés à l'aile pour qu'il joue. Voire même, on se dit presque qu'il mettra Moefana et Ficou à l'aile ou Gaëton avant de mettre Lebel. Non, mais voilà, ça c'est un débat. Je pense qu'il est numéro 3. Mais Tsogbe aurait sûrement enchaîné contre la Nouvelle-Zélande s'il ne s'était pas blessé. Bon, au final, il n'a pas eu de chance, le Palois. Mais Gabin Villiers a saisi l'opportunité. Son essai à Gabin Villiers montre quand même, je trouve, le regain de confiance en lui qu'il a, parce qu'il n'a pas hésité à foncer vers la ligne et aller manger cette ligne. Et d'ailleurs, il l'a fait aussi sur l'essai qui refusait parce que le ballon tape sur la ligne. Sur le renvoi de Ramos. Il a cette détermination et cet instinct un peu du marqueur qu'on a envie de voir chez lui et qu'on a peut-être un peu perdu sur ses dernières sorties en équipe de France. Offensivement, je suis d'accord. Et défensivement, quand il fait cette montée en pointe qui casse complètement l'action là, dans les 22, je ne sais plus de je qui. Me rappelle, on se souvient de sa montée complètement ratée face au Black. Là, du coup, il lit très bien le jeu. Et ça, c'est aussi la marque d'un joueur qui est en confiance. Hein, et il y a aussi qui arrive à prendre ses responsabilités. Où la France tombe un ballon dans les 22 argentins. Tu as un Argentin qui est prêt à partir en contre et du bout des doigts, Villiers le rattrape. Et il arrive à le plaquer, il coupe l'action argentine. Oui, c'est vrai qu'on a retrouvé le Villiers accrocheur et sans que ce soit péjoratif, mais voilà, un vrai chien en défense. Et aussi efficace en attaque et voilà. Pitié les blessures, pas de blessures. Oui, voilà, pas de blessures. Mais ça, c'est un peu pour tous les joueurs quand on voit oui, bien sûr, exactement. Mais on sait que lui a connu beaucoup plus de moments difficiles que d'autres. Et donc, on a envie de le voir enchaîner là.
Un mot sur Louis Belbiaré, la vitesse de Louis Belbiaré, une nouvelle analyse ou pas? Oui, il est indispensable. Ouais, c'est ce que je dis. Il fait partie du plan de jeu de l'équipe de France. Voilà, tout simplement. Ouais, mais aujourd'hui, c'est un exploit et personnel. là, il y a un truc quand même, il y a une connexion avec Ramos qui est évidente, quoi. Oui. Thomas Ramos, t'as l'impression qu'il le cherche tout le temps. Oui. Tu le disais en plus en rigolant pendant Oui, mais sur les pénalités, il peut se faire un doublé. Normalement, c'est doublé. Ramos, il est tout le temps en train de regarder à gauche pour voir s'il y a Bip Bip qui est là, qui peut débouler et aller tracer tout le monde pour aller marquer son essai. Et puis franchement là, j'ai l'impression qu'on va en voir des centaines des essais comme ça de Bielbiaré qui coup de pied. Hop, je trace tout le monde, je récupère et je finis. En plus, il a une façon de marquer un peu spéciale. Il aplatit et après il glisse sur les genoux. Et donc j'ai l'impression que là, ça deviendrait une marque de fabrique. Et qu'on va le voir dans les prochaines années. Et je trouve que cet essai montre vraiment sa technique individuelle parce qu'il est droitier. Là, il le fait pied gauche en pleine course, parfaitement dosé. Alors, il a le bon rebond au dernier moment, mais il faut le provoquer. La marque des grands. Et ouais, voilà, mais à quand pied gauche, mauvais pied en pleine course, bien dosé. Et fusée, terminé, au revoir, merci, je suis dans un but. On parle du record de Blanco pour Penaud. Bielbiaré, il peut aller le chercher aussi. Quel âge il a, s'il garde cette moyenne, il ira le chercher. C'est quoi, c'est un 2003, Bielbiaré? Penaud, ça fait 5 ans qu'il marque autant. Là, je lui souhaite, Louis Bielbiaré. Déjà, Penaud, on va revenir. C'est quoi? C'est 10 essais maintenant? 10 essais en 14 sélections, un truc comme ça? Ouais, je pense que c'est pas loin de ça. J'ai pas la stat. Après, moi, je comprends pas comment les équipes adverses, et en tout cas, ne s'adaptent pas. Comment tu veux t'adapter à ça? Le mec, non, mais t'as du mal à t'adapter. Mais si, c'est pareil. Son essai face à l'Écosse dans le tournoi où il fait coup de pied par-dessus, il va marquer. Tu vois, tu sens que c'est quand même un peu. Comment tu défends ça? Mais non, mais comment tu défends ça? Ça peut être le 9 qui travaille et qui couvre le second rideau et qui du coup est lié. Et quand tu sais que c'est sur l'aile de Bielbiaré, tu peux essayer de ou tu mets un joueur. Il a 9 fois un joueur en plus. Comment il fait le 9 sur des phases offensives de l'équipe de France? Il y a le jeu qui s'écarte, il y a des espaces. Tous les 9 sont pas dans la ligne. L'ailier, le 9 il est pas dans la ligne. L'ailier est dans la ligne puisque forcément. Non, mais l'ailier oui, mais le 9 il est pas toujours dans la ligne. Mais d'accord, mais le 9 il est peut-être avant dans l'action, il va pas tout le temps. Ou alors il faut un mec un 9 qui est sûr, c'est qu'il y a des sélections qui vont essayer de trouver des plans. Après, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est notre débat et je pense que ce sera pas facile. Tu peux, enfin, un second rideau. Oui, mais tu vas forcément mettre plus d'espace. Sur certaines phases, oui, mais tu ne peux pas le faire tout le temps. Mais j'ai pas dit tout le temps, mais quand tu sais que c'est une action qui se déploie au large. Imaginons après une touche, tout simplement. Action en première main. Le 9 qui traverse tout le terrain et qu'après ils viennent couvrir le coup de pied de Ramos, il va arriver, il sera mort. Oui, il y a des fois où tu pourras pas, mais tu peux essayer de mettre des plans. Je pense que tu peux faire dézonner quelqu'un, tu peux essayer de trouver, quitte à avoir peut-être un joueur de moins dans la ligne. Bah oui, mais c'est assumé. Et tu sais que, alors après, ça sera à Bielbiaré et ça sera à la France de t'adapter à ça. Mais tu t'es toujours. Bah oui, mais c'est un piège. Bielbiaré, ça sera un piège. T'es obligé d'être dans la ligne pour couper avant qu'il déborde. Mais tu peux mettre un plan. Bielbiaré, t'as pas. Là, s'il commence à te déborder, c'est fini. Non, mais sinon. Si tu laisses des espaces, non, mais pour moi, tu peux avoir un plan et tu peux trouver des solutions. Sinon, en fait, il faut tout le temps qu'il fasse ça, il y aura toujours essai. Bon, bah d'accord. Depuis, il va marquer au moins un essai deux essais par match. On appelle ça un joueur injouable. Il a des qualités qui le rendent pour moi injouable. Mais des qualités de vitesse, mais alors si au final tu dois juste mettre. Il n'y a pas que la vitesse, il a dit très bien. Il y a de la qualité technique dans son coup de pied. Oui, il y a de la qualité technique. Il y a le timing. Au bon moment, au bon endroit, c'est aussi de la vision. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus que de la vitesse. Je veux pas qu'il y ait des gens qui disent Bielbiaré son point fort, c'est son point fort. Son seul fait d'arme, c'est de courir vite. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve que t'es un peu caricatural dans le sens où une équipe ne peut pas s'adapter à une qualité d'un joueur. Je trouve qu'il y a quand même des solutions. Faut le mettre en strict. Comme les défenses le font avec Dupont, avec les 9 aujourd'hui. Ils l'ont fait très bien les Argentins. Tu mets ton 9 en strict sur Dupont, voilà. Donc là, tu mets un mec en strict sur Bielbiaré. Tu peux, en tout cas, sur certaines phases, peut-être arrêtées et tout, sur des phases arrêtées ou sur des phases où tu sais que Bielbiaré va être sollicité sur son aile, etc. Tu peux tenter un coup comme ça, voir comment il s'adapte. Ça se trouve, il va s'adapter parfaitement et du coup, il va plutôt jouer son duel, etc. S'il voit. Donc, je sais pas, je pense que tu peux trouver des solutions pour t'adapter. Vous essayez de tenter un coup, sinon. Le problème, c'est que ça crée beaucoup de déséquilibre là. Bah oui, mais c'est sûr. Mais alors, du coup, il faudrait toujours jouer comme ça, alors, j'espère. Bah oui. Après, tu auras toujours les ballons de récupération, ou par exemple, un ballon tombé par l'adversaire, comme l'essai d'Almazien. Là, mais là, c'est mais là, c'est différent. Ça restera une force. Mais c'est différent. En tout cas, Bielbiaré, il court vite, le monsieur. Plus vite que nous, en tout cas. Bip bip. Non, mais c'est rare, chaque fois qu'on le croise à une petite course là, sur 50 mètres. Bon, je pense qu'il nous bat pas quand même. Si je suis en forme, non, mais. Oui. Mais quand même, l'action qui aurait mérité
Enfin bon, ça fait cette pénalité, mais c'est son et premier là, essai. alors j'avoue que j'ai pas du tout suivi ça. Mais quand on disait on avait débat est-ce qu'il y avait un avant ou un avant ou pas, alors il faut faire attention parce que j'ai vu dans le chat, apparemment l'arbitre met carte jaune parce qu'il tape le ballon en touche. En fait, il tape en arrière, mais en fait il balance le ballon en touche. On arrête tout. Ah, mais non mais il faut arrêter, il tape le ballon en arrière. Qu'est-ce que c'est de cette saucisse? Il tape le ballon hors du terrain. Mais non, mais le ballon il part en avant, il faut arrêter. Je suis d'accord avec toi. Non, mais il faut arrêter, c'est comme les bêtes. Pour moi, de dire ça, enfin, je trouve la décision de l'arbitre pas logique du coup, parce que pour moi, ça se voit que sur l'action, c'est pas délibéré qu'il tape le ballon en touche. Ça. Mais non, mais il fait un en avant volontaire sur l'action. Il peut taper en avant. Je vois du coup ce qui est sifflé, mais je ne comprends pas. Pour moi, en plus, le ballon rebondit sur le terrain. Non, serait sifflé, ça a juste été mis dans le chat. Je n'ai pas entendu moi ce qui a été expliqué l'arbitre, mais je sais pas si vous vous rappelez, Sonny Bill Williams à la Nouvelle-Zélande, il fait pareil contre la France et il prend et s'est pénalité carton jaune. Non mais moi ce qui m'agace juste c'est que il faut arrêter de nous expliquer le truc, l'inertie j'en sais rien et tout, il faut arrêter. Là il fait clairement le mouvement de faire un en avant volontaire et le ballon part en avant et c'est un geste d'anti-jeu. Donc enfin pour moi la clause elle est là, c'est exactement comme LCBet face à la France, il y a un acte d'anti-jeu, normalement c'est carton jaune et c'est pénalité. Mais non mais c'est parce que maintenant là en gros ce qui m'agace c'est que si c'est ça, c'est-à-dire que l'arbitre considère que le ballon part pas en avant. Donc en fait si le ballon était pas allé en touche, il y aurait rien eu. Je pense qu'il y a dû avoir tout en fait. Je pense que Gonzalez il a tout empilé. Ouais. Lui aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis vu il additionne les peines de prison. Il prenait. S'il y a un Argentin et que est récupéré après l'action de Gonzalez et qui part à l'essai, il y avait un jeu là je pense. Là s'il y a un Argentin récupéré, je pense qu'il y avait. Bah oui, non mais comme tu sais qu'il y a pas en avant, il y a pas en jeu. C'est Gonzalez, tu fais la course avec Belbiaré, tu tapes le ballon, on te met ses pénalités, tu dis à l'arbitre vous êtes pas joueur. Parce que franchement, j'arrive à empêcher Belbiaré de marquer et vous me pénalisez, vous mettez un jaune et ses pénalités. Bon, mais vous n'avez pas le rugby, vous n'avez pas la défense. C'est là que je dis que Belbiaré est injouable. C'est surtout qu'en plus, cette action-là, quand tu la revois, je voulais en parler, elle est incroyable. Dupont, il s'adapte magnifiquement. Pour le coup, il a pas fait que des bonnes choses. Là, c'est parfait. Ramos sait qu'il va faire ça. Ramos tourne la tête comme Ramos, voilà, encore une fois, il a. Et même, regardez le jeu au pied de Ramos, la technique individuelle de Ramos, quand même, c'est magistral sur ce jeu au pied. Il tape le ballon, il le tape parfaitement sur la bonne zone du pied pour que le ballon rebondisse parfaitement après pour Bielbiaré qui arrive lancé. Non, c'est vraiment très bien fait techniquement et tout. Et là, en deux coups de pied avec 3 joueurs, normalement tu marques 7 points quoi. Voilà, donc, et puis ça nous fait du bien en l'absence pour finir sur Belbiaré, en l'absence de Penaud, d'avoir un facteur X comme ça, je trouve. Oui. D'avoir un serial marqueur, voilà, tout simplement. Quelque chose que n'est pas forcément Gabin Villiers, qui a beaucoup d'autres qualités, mais d'avoir un mec qui, tu sais que sur une action, il peut te débloquer la situation, quel que soit son match. Quel que soit son match, sur une action, il peut marquer. Donne-lui la balle. Oui, parce que c'est vrai. Bon, non, il y a les pénalités où il peut un peu se défouler, mais c'est vrai qu'il était pas frustrant son match, mais il était pas non plus. Il n'avait pas eu énormément de ballons à se mettre sous la dent avant cette action. Et bon, tu sais qu'il en suffit d'une quoi. Lui, quand il a un ballon, c'est soit ça va au bout, soit attention. Puis, c'est vrai que lui, en termes d'essais marqués et de temps avec le ballon dans les mains, c'est très peu, hein, parce que Belbiaré, c'est 1 seconde, il aplatit à chaque fois avec ses coups de pied, mais il a pas beaucoup le ballon dans les mains, mais il empile les essais. Mais c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, parce que avant c'est Penaud, tu vois, qui était vraiment mis en avant l'ailier, puis tu avais le petit jeune Bielbiaré, bon voilà, qui a énormément de qualité. Là, c'est lui qui avait cette responsabilité là, quoi, d'être un peu ce facteur X face aux travailleurs un peu Villiers pour décrire rapidement. Là, il a vraiment. Encore une fois, c'est une preuve que son statut a vraiment changé là pour le coup. Quand même. C'est lui qui est vraiment le un des grands numéro 1, quoi. Il était déjà titulaire avant la tournée, mais c'est un des grands gagnants. On va voir cette discussion sur les statuts là. Après, tu vois quand même, Bielbiaré 4 plaquages, Villiers 12. Oui, je vois qu'il y en a un qui allait un peu plus au bastique que l'autre, mais ça n'est pas surpris. Après, un plaquage manqué chacun. Villiers va beaucoup plus dans la ligne pour défendre que Bielbiaré. Bielbiaré se contente de rester sur son aile, entre guillemets, de couvrir le fond du terrain. C'est peut-être que quand tu connais les qualités de Villiers, tu demandes à Villiers d'aller couper les. Quand tu connais les qualités de Bielbiaré, tu lui demandes beaucoup plus d'être en retrait, notamment pour profiter de son jeu au pied s'il y a un coup de pied des Argentins, que Villiers. Oui, c'est clair. Après, ça, dans les joueurs qui ont impressionné, il y a plus 90% ont fait un bon match. Hein. Même un Léo Barré a fait un gros match. Léo Barré a fait un gros match. Celui qui a été un peu moins vu, mais quand même Boudéan. Mais bon, après, il nous a tellement impressionné face à la Nouvelle-Zélande que
Bon, s'il fait des matchs tout le temps, dans 6 mois, c'est le meilleur troisième ligne du monde. Non, moi, Movaca était un peu moins en vue, j'ai trouvé. Oui, il y en a quelques-uns. Il était un peu plus dans l'ombre. Si tu regardes Flamand, c'est pareil, mais bon, il reste faire un très bon match. Mais Dupont, il a eu quelques éclats, mais il aurait pu faire mieux. Bon, t'en as quelques-uns, mais Afou, on n'a pas parlé, mais Afou fait un énorme match. Mais Afou fait un gros match. Donc, non, mais il y en a beaucoup. Ficou, du coup, on n'en a pas trop parlé. Mais Afou, qui, comme Antonio, a subi cette fameuse séquence à 14 phases de jeu, puis la contre-attaque des Argentins. Antonio, il régale. Là, les deux, ils ont fait hop, changement. C'est facile à retrouver pour ceux qui veulent voir le match en replay. Je vais regarder quand est-ce qu'il sort. 51e. Je pense qu'il y a eu un regard vers le banc. Le plaquage d'Antonio sur Malia, c'est la définition de donner son corps à la science. Et tout donner ce qui te reste, tu donnes tout ce qui te reste. Et en plus, le plaquage est exceptionnel. Il se baisse sur Malia quand même, donc c'est pas. Il plaque aux chevilles. Ah, c'est fou. En fait, c'est pas compliqué, c'est que si Malia faisait se décaler d'1 mètre, c'était fini pour Antonio. Mais c'est surtout qu'il est dégoûté. Il s'est jeté par terre. Winnie, il est dégoûté parce que il lève sur le dernier ruck, là, il se replace et tout. Il lève la main pour dire qu'il est concerné encore si ça se passe et tout. Il pense clairement qu'il va y avoir un renversement de jeu. Je pense vraiment dans sa tête qu'il pense qu'il y a un renversement de jeu, mais au final, ça revient de son côté. Et là, il se dit pire. Stop. J'y vais. Et puis voilà. Il voit que ça joue de son côté. Et là, il a le petit regard sur Malia et le petit moment de je me prépare, je vais y aller à fond. Là, ça va vite. Il se rend compte que c'est petit côté pour lui et que c'est Malia. Donc en plus, peut-être une chance de se faire un peu dominer. Et du coup, il se sacrifie. Antonio, 34 ans, qui revenait aussi de blessure. Il revenait de blessure, on l'oublie, mais voilà. C'est un patron aussi. Blessé pendant plusieurs semaines. Qui au final, on se rend compte, a tenu la mêlée, puisque quand tu vois le. Et Antonio, qui rappelons-le, devait prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde. Donc tu sens que c'était. Voilà, le staff français a vraiment poussé pour qu'il continue. C'est pour ça que je maintiens que des joueurs comme ça, ils sont cruciaux quand même dans une équipe. Surtout pilier droit. Mais voilà, la mêlée, Gallo, il n'a pas bu 8 bouteilles de Powerade au moment de la sortie d'Antonio. Antonio faisait jeu égal en mêlée avec Gallo. Bon, Colombe est rentré, il a peut-être moins d'expérience, ça c'est sûr, moins de qualité en mêlée pour l'instant. Colombe, il a souffert le martyre face à Gallo pendant une demi-heure. Avec le visionnage des reportages sur le 15 de France aussi, je pense que c'est clairement un papa de vestiaire, un mec qui doit être important pour Galtier. Toi, t'avais la vidéo avec Benoît Saint-Denis, toi. Dans son délire de cohésion de groupe qui est compréhensible. Il a eu le petit sourire, ça, et la vidéo, il était heureux là. Mais franchement, j'ai trouvé dans ton lit comme ça, tu as regardé te marrer un peu. J'ai trouvé que c'était super. Ils sont quand même drôles. Alors j'ai trouvé que Antonio était vraiment super. Bah oui, non mais oui, il a toujours Antonio, il a toujours été très bonnard, toujours dans l'humour, à désacraliser beaucoup de choses, aussi les échecs qu'il a pu connaître, etc. Il a toujours été comme ça. Et pour moi, ça dans une équipe, c'est un bonheur. On a tout joué, on avait toujours un mec comme ça dans un groupe, il t'apporte que du positif, quoi, tu vois. Qui se prend pas au sérieux. Oui, voilà, tu vois. Et puis, alors qu'il a une carrière quand même incroyable, quoi. J'ai connu peu de mecs qui étaient bonnards, mais des mecs cramés à la 50e comme lui, il y en a eu beaucoup. Je taquine Antonio, mais parce que franchement, je vous jure, cette image. Mais ça pièce. Ouais, d'accord. Je me désolidarise complètement de cette phrase. Tu seras seul à assumer. Oui, tu m'as impressionné sur le terrain, tu m'as surtout fait rire à la 50e parce que ton plaquage, je vais le regarder, c'est sûr. Et parce que le plaquage est exceptionnel en plus. Et le plaquage est très bien réussi. Donc ce qui m'a surpris, parce que pour le coup, il a jeté vraiment son corps. Il a juste fermé ses bras. Et bon, heureusement, il y avait l'Argentin. Donc tant mieux, il est tombé. Messieurs, avant de terminer l'émission, rapidement, tu voulais parler de Fabien Galtier. Ouais. Parce que bon, on a beaucoup parlé, comme à chaque fois, c'est sélectionneur, beaucoup de ses choix. Il y a eu des joueurs qui étaient hors des 23, qui sont revenus, des joueurs qui ont disparu des 23 comme Grégory Aldrit. Donc pas la peur. Non, mais voilà, rapidement. Je suis pas peur. Rendre à César ce qui appartient à César aussi. Ce n'est pas un mea culpa, mais j'aimerais souligner que les choix de Galtier sur cette tournée ont pour moi été bons. Que ce soit le choix de déclasser certains cadres historiques de cette équipe, de sa génération, de son acte 1 à Fabien Galtier, pour montrer le message qu'une place n'est pas acquise et que le chemin est encore long vers la Coupe du Monde 2027. Et aussi pour montrer qu'il revient, je pense, un peu sur sa promesse de la fin de Coupe du Monde 2023 qui a été un peu actée très vite, très à chaud, on va essayer de conserver 90% du squad pour la Coupe du Monde 2027. Ça, je pense que vous avez compris, ce ne sera pas vrai. Et aussi, l'intégration a été bonne, les choix de joueurs ont été les bons. D'abord mettre la pression, ensuite réinstaller Ficou, réinstaller Olivon, réinstaller Villiers.
donner sa chance à des Guillard, donner sa chance à des Tatafou, donner sa chance à Buros aussi, comme il a fait contre la Nouvelle-Zélande, redonner sa chance à Barré ensuite, et installer Ramos en 10, il faut le dire, a été une bonne chose dans cette tournée. Donc aussi la gestion de Boudéan, je pense, a été géniale. Donc il a aussi Fabien Galtier, beaucoup de pépins physiques. je trouve, oui, il a géré beaucoup de pépins physiques. T'as Kroos qui se blesse contre le Japon, t'as Buros qui joue en Nouvelle-Zélande, qui doit jouer l'Argentine mais qui peut pas jouer, voilà, Léo Barré. En fait, tu sens que tous les mecs restent en confiance. Exactement. À part Mathieu Jalibert peut-être, on en a déjà beaucoup parlé, mais t'as beaucoup de joueurs, ils gardent tout le monde vraiment éveillé, et à chaque fois que tu reviens dans le groupe alors que tu n'étais presque pas prévu et tu le sais que tu n'étais pas prévu, mais tu fais quand même un gros match, ça prouve aussi que le management non, mais à court terme, je regrette juste, pour finir, parce que tu parles beaucoup quand même. Pardon, excuse-moi, je regrette juste cette communication sur Mathieu Jalibert que je trouve pas bonne, je pense jamais Fabien Galtier n'avait lâché un joueur comme il a lâché Mathieu Jalibert. Néanmoins, c'est pour moi sa seule erreur de cette tournée de novembre. Non, après, je sais pas pourquoi tu disais que j'ai peur. J'ai pas peur des. Tu le critiques là à chaque fois. Mais je le critique à chaque fois. Non, je pose des questions. Donc après, si c'est interdit de poser des questions, il n'y a pas de problème. Hein. Non, je trouve qu'à court terme, forcément, ces choix sont payants. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, bon, les mecs qu'il a écartés, comme on disait avec Olivon, bon, il était au niveau, il revient, il fait un bon match. Bravo. Je pense que c'est plus d'abord bravo à Olivon que bravo à Galtier. Après, je trouve qu'à court terme, ça fonctionne. Je sais pas si maintenir toujours cet état, entre guillemets, de stress, ou en tout cas cet état d'éveil sur des cadres qui donnent beaucoup aussi en club tout le temps et qui devront toujours autant donner et tout. Je sais pas si du coup tu les crames pas un peu plus vite, déjà tes cadres qui sont pas loin d'être trentenaires, que si tu leur mettais un peu plus de confiance. Après avoir dit ça, ne refaites pas non plus, et je vais te tutoyer plutôt parce que c'est toi qui as parlé, ne refais pas non plus l'histoire. Fabien Galtier, dans son premier mandat, il a quand même testé des jeunes, il y a des mecs qui se sont installés. Bien sûr, évidemment. Quand tu vois Jaminet qui s'installe après une tournée réussie, non mais après une tournée réussie en Australie, il s'installe, il a pas eu peur, il a jamais eu peur en fait de. Pas du tout mais si, parce que tu as dit d'installer, de lancer des jeunes et tout, il l'a déjà fait sur son premier mandat. Je parlais par rapport à la fin de la Coupe du Monde où il a dit que 90% de son squad allait être conservé et que du coup ça a mis dans le confort, je pense, certains de ces cadres qui se sont dit ma place elle est quasiment acquise puisque bon il va jamais oser m'enlever. Et là il a montré en sortant notamment Greg Aldrit que non, ta place elle n'est pas acquise, que non, tu dois faire des bons matchs avec l'équipe de France. Ça dépend. Ficou, puisque j'ai pris cette décision un peu trop tôt de dire que 90% du squad serait à la Coupe du Monde. Ficou, il l'a jamais sorti et au final il termine bien le tournoi. Non mais il termine bien le tournoi alors qu'au final tout le monde voulait qu'il sorte après 2 matchs. Donc au final, il est sorti contre le Japon. Il n'est pas sorti, il était sur le banc et après il t'a expliqué que c'est parce qu'il avait joué 8 matchs titulaires. Oui, mais après il peut dire ce qu'il veut. Il l'a pas vraiment sorti. Il l'a pas vraiment sorti face au Japon. Non mais c'est pas comme Aldrit comme titulaire alors à ce moment-là. C'est pourquoi il l'a fait avec Ramos et pas avec Ficou. Il l'a pas fait avec Ramos, pardon, ce qu'il a fait avec Ficou. Mais non, mais il l'a reposé, après il l'a mis. Il peut faire ce qu'il veut pour justifier ses choix, pour pas faire de la polémique. Mais évidemment qu'il y a aussi un peu de ah bah tiens, je vais tester Gaëtan au centre, ah bah tiens, Ficou il a moyennement convaincu avec sur Ficou, c'était moins fort que le déclassement entre guillemets d'Olivon ou d'Aldrit, tu vois. Je trouve que là, les choix étaient plus forts. Voilà, mais après, je trouve quand même que ça marche sur cette tournée, parce qu'il y a 3 victoires. S'il fait ça pendant tout son mandat, je sais pas. Il y a 3 victoires, dont on reste sur une victoire éclatante. Donc moi je dis, c'est comme ton débat de la semaine dernière sur c'est pas des victoires qui font gagner les Coupes du Monde. Il a gagné. Oui. Pourquoi dire ça marchera pas dans le futur? Il a gagné 3 matchs. Donc la Nouvelle-Zélande, mais tu peux pas comparer. Japon et n'importe quoi. Là, tu termines l'émission, tu dis n'importe quoi. Ah bah la victoire face à la Nouvelle-Zélande, elle est pas du tout pareille que la victoire face à l'Argentine, s'il te plaît. Et alors tu analyses un match en fonction du match que tu as vu. Ils ont pas refait le même match face à l'Argentine qu'ils avaient joué contre. Bah non, mais moi je te réponds à ça en disant que le débat, oui, si tu joues tout le temps comme tu as joué face aux Blacks, je suis désolé, si ce soir ils avaient fait la performance qu'ils ont fait face aux Blacks, ils auraient pas gagné l'Argentine, c'est tout. J'en suis convaincu. Donc tu peux pas gagner tout le temps les matchs quand tu subis autant physiquement. Le débat devient un peu caricatural. Mais non, je te dis pas du tout ça. Je te dis juste que si tu gagnes ce match contre la Nouvelle-Zélande, comme tu l'as gagné en demi-finale de Coupe du Monde, tu avances jusqu'à la finale. Et à la finale, tu fais peut-être un match différent. Mais c'est avec des matchs comme ça aussi que tu gagnes la Coupe du Monde. Oui.
Oui, d'accord, mais moi je disais juste que si tu joues tout le temps comme ça, c'est compliqué de progresser et d'atteindre les objectifs que tu veux et gagner des titres. Voilà, là, il a montré ce soir que en jouant l'Argentine, il a réussi à s'adapter et il y avait plus de continuité. On était le premier à dire que c'est quoi que dans tu le dis, contenu, du coup, dans le contenu, c'était plus intéressant. Galtier, ces choix-là, du coup, il a fait les mêmes choix que d'habitude. Tu trouves sur cette tournée? Non, je dis juste que ces choix de toujours écarter les cadres. Il a fait un plein sur Vincent. Mais non, mais tu me prends. Le jour va se lever, le jour va se lever. Ouais, non, mais oui, là, c'est ça ton argumentaire, parce que tu veux me contredire. Mais non, j'ai pas voulu contredire. Tu me lances direct en disant t'as peur et tout, dans le sens où mais je disais Galtier. Non, mais parce que Galtier, je suis le premier à reconnaître que les choix ils sont payants sur ces matchs-là. Voilà. Je dis juste que je dis aussi. À écarter toujours les cadres, si tu veux les écarter pendant 4 ans, dès qu'il y a un petit coup de moins bien d'un des cadres, etc. Et je sais pas si c'est la bonne solution. C'est le jeu de l'émulation. Et ok, d'accord, on verra. Le combat est prévu le 14 décembre à 19h. C'est quand la pesée? Ce sera en direct. Il y aura une écharde sur le plat. Il y aura une écharde. C'est ça, une écharde. On sait pas. Mais on s'aime bien. Hein, je vous assure qu'on s'aime bien. On a des débats de passionnés, c'est tout. Et puis Paul, il est mauvais perdant. Il aime pas perdre ses débats. Je suppose que c'est Tristan Fayard qui a derrière le contre Birama qui s'inquiétait pour moi. Voilà, comme vous voyez plus. Bon, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. C'est bon, messieurs? Oui, c'est bon. Je disais juste. Yanis il voulait ce petit débat, je pense. Non, je disais juste. Il trouvait l'émission un peu trop légère et rigolote. C'était même pas un débat. Je voulais juste dire que on a beaucoup critiqué Galtier avant cette période internationale et au début de cette période internationale. Et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti au final, mis à part cette erreur de communication sur le match Jalibert. Après aussi à reconnaître pour finir que il y a un staff qui est derrière, un nouveau staff. On en parle très très peu. Du coup, je trouve quand même que sur ce deuxième mandat, Galtier est encore plus mis en lumière. C'est pas encore une fois pour dire que Galtier est pas bien et tout, mais les choix sont pris aussi en accord avec tout le staff et peut-être que aussi cette façon de faire vient peut-être plus du staff entier, etc. Tu vois, donc à aussi tirer un coup de chapeau à l'ensemble du staff qu'on connaît très peu finalement par rapport au premier mandat où il y avait plus de têtes quand même. Oui, mais il n'y a que William Servat, je crois, un sportif qui est encore là. Sampéré, Arletaz, tout ça. C'est vrai que Giroud est parti. Ils sont pas arrivés dans le dernier tour à destination était pas le meilleur départ. Non, mais même tu vois un Giroud. Ils ont quand même digéré un tour à destination où tu finis le contre l'Italie à la maison. Petit Jean, il tourne en Argentine ou non Petit Jean, c'est Petit Jean qui a remplacé. Jean-Jean. Jean-Jean, pardon. Petit Jean, il est à Toulon, laissons-le. Non, mais d'ailleurs, c'est une belle plus de mecs clivants avant dans le stade. Giroud, typiquement, il s'est fait assassiner pendant plusieurs mois. Tu vois. Après, ça se trouve à la prépa Coupe du Monde, justement, Jean-Jean va se faire assassiner. Ouais, mais. Possible. Tu sens que c'est quand même pas tellement le même profil, caractère, profil quand même. Tu vois, peut-être. En tout cas, on a fait une belle transition parce que Petit Jean jouera avec Toulon, enfin. Je considère samedi demain à 14h30 parce que pour finir, alors il y a le top 14 déjà qui revient la 10e journée demain samedi avec Toulon-Bayonne. Tout sera à suivre sur Rugby-Rama. Il va y avoir beaucoup d'actualités sur Rugby-Rama cette semaine, enfin ce week-end surtout. Et aussi, notez-le, la troisième mi-temps dimanche soir. Il y a une nouvelle troisième mi-temps. Je crois qu'il y a Paul encore. Sur la troisième mi-temps. Après le derby parisien. Il y a Yanis qui viendra dans les 10 dernières minutes juste pour m'embrouiller dimanche soir. Je travaille pas, mais il viendra. Je suis mieux. Ah, mais voilà. Il y aura une troisième mi-temps dimanche soir après pour débriefer sur les matchs de top 14 et la 10e journée. N'oubliez pas de faire vos équipes la grande mêlée, bien sûr. Et la grande mêlée. Et il n'y aura pas de live la grande mêlée. Aussi la mauvaise nouvelle pour conclure la soirée. Parce que on a un petit problème technique, on va pas se mentir. C'est pas la faute de Fabien Galtier ou qui vous voulez, mais là pour le coup il y a un petit problème technique. Donc normalement il n'y aura pas de live la grande mêlée. Demain à 11h, faites votre équipe. C'est peut-être la faute de Fabien Galtier. Mais ne soyez pas surpris. On peut même le mettre sur le dos. C'est la faute de ses choix. C'est un de ses choix qui n'a pas été payé. Le live la grande mêlée était un cadre pendant trop longtemps et du coup il fallait le mettre sur le banc. Du coup voilà, il est sur le banc. Désolé pour vous. Il faudra qu'il prouve le live de la grande mêlée qu'il peut revenir, qu'il a sa place. On pensait l'amener à la Coupe du Monde 2025 aussi. Mais on a été trop rapide. J'ai chaud. On a fait ce qu'on peut. Non, mais voilà. Du coup, troisième mi-temps, la grande mêlée, top 14, et on est bon. Petit Jean. Et la suite des matchs internationaux aussi. Oui. Irlande-Fidji, demain, samedi, Galles-Afrique du Sud. Deux branlés aussi, demain. Italie-Nouvelle-Zélande. Deux branlés annoncés. Alors, et attention. Galles-Afrique du Sud, quand même. Alors, attention au Galles-Afrique du Sud.
Ça peut être plus large quitte à une Nouvelle-Zélande. Il dit ça sans rigoler. Ah oui, c'est une bonne question. Ouais, après, Britannique contre la Géorgie. Le dernier match de la Nouvelle-Zélande contre la France. Si les deux jouent pareil, parce qu'en plus, la Nouvelle-Zélande ne fait pas du tout tourner. Ce que je pouvais un peu espérer. Même pire, ils se renforcent. Ils ont Téléa qui revient, Kane qui revient. Dernier match de Perenara et Sam Kane. Non, là, pour le coup, je pense qu'ils peuvent vraiment prendre 60, les Italiens. Bon, ils feront une thérapie par le feu, les Italiens. Après, et peut-être le match. Pas de ça. Tu sais, ils avaient fait après les 96-17 face aux Blacks, ils avaient fait une thérapie par le feu avant de nous jouer. Tu sais, ils avaient mis tous des mauvaises sensations et tout sur un petit bout de papier, ils avaient jeté dans le feu, en disant on oublie. Bon, ils en avaient pris 70 face aux Bleus aussi après. Pardon, nous amis italiens. Le feu était pas assez puissant. Oui, je sais pas. Voilà. Non, mais et c'est aussi l'occasion. Yannis, tu rigoles. Ça reprend 500 derrière une semaine après. C'est quand même l'occasion, samedi soir, de voir Mathieu Jalibert jouer au rugby. Oui, c'est vrai. Avec l'UBB, de voir Romain Tamac aussi jouer au rugby. Sans les réservistes. Avec Toulouse contre Perpignan à 16h30. Donc voilà, il y a un match international. Il y a aussi Écosse-Australie dimanche. Et à 17h10 dimanche, j'ai complètement zappé le match qu'il y a. C'est de quoi international? Ah bah oui, il doit y avoir l'Écosse là qui joue. Écosse-Australie, c'est à 14h40 ou 14h, je veux dire, attendez. Oui. Il manque l'Irlande. Non, Irlande c'est demain, Irlande-Fidji. Il y a Angleterre-Japon à 17h10. Et c'est à 14h40 Écosse-Australie. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on est. Australie-Écosse, plus intéressant. C'est vrai que les autres affiches, sinon. Oui, c'est un peu rude. C'est vrai que c'est intéressant. Tu vas avoir du 30 points d'écart minimum à chaque fois. Non, Australie-Écosse, c'est vraiment intéressant. Franchement, j'ai hâte de voir ce match. Donc voilà. Peut faire un 100%. Oui. Et les Anglais peuvent gagner aussi leur premier match de la tournée contre le Japon. Alors pour le coup, s'ils le perdent, c'est catastrophique. S'ils le perdent, c'est Borswick qui saute, je pense. Ouais, mais pourtant, ils sont en progression et tout, ce serait terrible, je trouve quand même là. Donc voilà. Bon, merci messieurs. Merci. Merci Aurélien. Merci Aurel. Merci Aurel. Merci Tristan et Julien dans la rédaction. Merci Yanis. On se retrouve dimanche. Merci Paul. Merci, on se serre quand même la main. Quitte bons amis. Voilà, bravo. Allez, c'est comme Trump. Merci à tous et à la prochaine, à dimanche. Ciao. Salut.